Alors, j'ai le redoutable honneur de finir. Donc, je vais raccourcir ma présentation, mais pour vous présenter que l'essentiel. On va essayer de synthétiser tout ce qui vous a été dit depuis le départ. Voilà. Notamment, maintenant, vous savez que ce système facial est constitué d'un certain nombre de couches. Ce sont en fait des enveloppes, un peu à la manière d'une poupée russe, qui est très probablement la métaphore la plus adaptée que la peau d'orange, qui ne représente qu'une partie du système facial, c'est-à-dire la peau et la couche qui est sous-jacente, c'est-à-dire le fascia superficiel. Or, pour une raison que l'on ignore encore, la majorité de la fonctionnalité du fascia se situe dans les couches profondes. C'est constaté cliniquement, il y a un certain nombre d'études sur le sujet, vous les aurez en référence. C'est essentiellement dans les couches profondes, dans le fascia profond, que se situe la majorité des fonctions que l'on vient tous de citer depuis 13 heures. La robustesse, l'adaptation, l'évolution, l'adaptabilité et la fragilité, pourquoi pas la vulnérabilité. En tout cas, cette capacité qu'a le corps humain en permanence de s'adapter par rapport à des fluctuations qui sont inhérentes à son propre fonctionnement et ou à ses capacités d'interaction avec son environnement, ce qui est quand même le sujet du jour, une partie du sujet du jour. Alors, la question, et c'est un peu l'éclairage que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui, c'est bien évidemment, on va finir sur le corps de métier qu'est le nôtre, c'est-à-dire, et le soignant dans tout ça, qu'est-ce qu'il en fait de cette histoire? Et parler un petit peu du soin. Alors, pour faire très court, on ne cesse d'entendre et de lire que le fascia est une nouveauté, ce qui n'est absolument pas vrai. D'abord parce que depuis qu'on est homme, avec un grand H, eh bien nous avons dans notre code génétique ce qui fait que, comme tout le reste des composants du corps humain, on naît avec nos fascias, et on meurt avec nos fascias. Et le premier qui a retranscrit ça, c'est notre copain Léonard. C'est Léonard de Vinci, qui dans ses magnifiques dessins, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir, mais en tout cas, allez dans les expositions, il y en a une au CLEUC en 2023 qui est absolument merveilleuse. Enfin, tous les anatomistes que nous sommes, on peut être qu'émerveillés devant les dessins de Vinci. Et en fait, de Vinci, lui, il a fait ce qu'on a complètement oublié depuis, c'est-à-dire dessiner des trajectoires de muscles. Ce que les livres d'anatomie actuels ne font pas, ou très peu. On est encore dans l'anatomie analytique, origine, trajet, terminaison, innervation, vascularisation d'un muscle, c'est-à-dire d'un petit bout de maille dans laquelle il n'y a pas du tout, ou très peu, de mention des fascias. Sauf l'aponévrose, quand parfois elle est citée. Je vais essayer de vous donner deux éléments. Le premier, c'est de voir comment on peut appréhender la notion de recrutement, comment le corps fait pour recruter ses troupes quand il a besoin de faire face à quelque chose, qui peut être un besoin de performance moteur, qui peut être un besoin d'adaptation à un environnement X ou Y. L'équilibre, pourquoi pas la gravité, là, plus loin, gravité, ou au contraire l'hypergravité, etc., etc. Alors, c'est le creuset de quelque chose que les thérapeutes que nous sommes connaissons depuis une quarantaine d'années. Là encore, les chaînes musculaires et myofaciales, c'est absolument pas nouveau. Les grands auteurs, et je passerai très vite, c'est juste pour vous dire qu'un certain nombre de nos confrères et consoeurs ont commencé à se dire non, un muscle, ça ne fonctionne pas que de manière isolée, mais tiens, ça a l'air d'être accroché les uns avec les autres. C'est eux qui ont décrit des chaînes. Les grands noms, parce que vous les connaissez très probablement, le premier c'est Busquet, et puis très vite après, ça a été Gottlieb Subdoni, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà cette volonté de dire le corps s'adapte, éventuellement se déforme, et ça, ce n'est pas le fait du hasard. Et puis les auteurs les plus modernes, c'est ceux qui se font référence actuellement,
c'est le schéma que vous voyez. Bon, je vous prie de m'excuser très mal, on n'y est pour rien, mais le premier, c'est Schwartz, qui a décrit 5 chaînes. Son point de départ, c'est de dire comment ces muscles, quand ils s'assemblent, comment on arrive à marcher avec. Son point de départ, c'est la locomotion. Voilà. Et il s'est dit, tiens, finalement, quand on a un pas postérieur, il y a ça qui s'assemblent. Et puis, les différentes étapes de la locomotion, toutes les étapes, font intervenir des assemblages myofasciaux. Et puis après, il y a l'autre nom qui est extrêmement la référence actuelle de vos années à vous, c'est Meyers, qui est aussi un Américain, qui lui a pris la grande métaphore de dire les chaînes myofaciales, ce sont des lignes de voie ferrée, anatomy trains. Et il dit ces lignes de voie ferrée, il y en a plusieurs sortes dans le corps humain, dans le fascia profond. Il y a les lignes dites TGV, rapides, hop. Et puis il y a les lignes plus lentes et qui n'ont pas forcément les mêmes fonctions et qu'il a appelé les TER, enfin que nous on décode les TER, parce que les TER aux États-Unis ça n'existe pas. Et ce qui est intéressant, c'est que Meyers a décrit un certain nombre de lignes qui sont celles que nous allons vous décrire dans les cours prochainement, mais qui sont toutes montées sur le même mode. Premièrement, on oublie le hasard. Le hasard n'existe pas. C'est une pierre angulaire quand on approche sur la partie diagnostique, la vision et la lecture d'un corps humain. Si ce que vous voyez existe, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que le corps a trouvé ce moyen pour fonctionner dans les conditions qui sont les siennes et dans l'environnement qui est le sien, de manière la plus facile pour le moment possible. Je passe sous silence ce que vous me voyez mal, c'est qu'en fait, il y a des dissections qui ont eu lieu et qui ont encore lieu pour essayer justement d'assembler, d'individualiser l'ensemble de ces chaînes. Et il y en a une qui est assez fameuse, que Schwartz appelle la chaîne intrinsèque, que Meyers appelle, lui, la chaîne antérieure profonde, qui relie les fléchisseurs, les gros des orteils, à la langue, en passant par le péricarde, en passant par tout l'axe péricardique et médiastinal, en passant par le diaphragme, bien évidemment, en passant par le carré des lombes, en passant par le psoas, en passant par tous les muscles que l'on connaît, nous, qui, comme par hasard, sont des muscles qui font mal quand on a une lombalgie, une dorsalgie, une algie quelconque. Et évidemment que tout ça n'est pas par hasard. Et ça passe aussi par le plancher pelvien. Donc, c'est quand même une approche un peu différente. Et je voulais juste vous convier à ce petit jeu simple. Vous voyez, probablement mal, mais quand même vous voyez, un sportif qui vient de prendre le départ. Et la photo a été prise vraiment au top départ. D'accord ? Si vous regardez bien, le gros orteil vient de quitter le cale-pied. Et si vous regardez bien encore, le corps, l'intégralité de son corps est dédié au démarrage. Je vais vous convier de regarder ce qui se passe au niveau de sa tête, et notamment au niveau de sa bouche. Regardez ce qui se passe. Comme par hasard, il a trouvé que c'était assez utile de serrer les dents, et ça de manière concomitante avec la poussée qui est en train de se faire au niveau de son pied d'appui. Alors, si on reste là, bon, c'est rigolo, c'est mignon. Maintenant, si on met un peu de chaîne musculaire et chaîne myofaciale là-dedans, il y en a une première que je ne vous décris pas et que je honteusement raccourcis par cette flèche bleue. C'est la ligne postérieure superficielle qui, en gros, relie la partie plantaire de vos orteils au niveau de vos orbites.
anatomiquement, elle ne s'arrête pas entre ces deux contacts. Vous imaginez bien que si tout ce système se met en route, on comprend plus ou moins à quoi sert cette chaîne. Et puis, deuxième principe, c'est que les chaînes myofaciales dans le cœur humain, elles ne travaillent en aucun cas toutes seules. Madame Comémal vous parlait de synergie au sein même d'une chaîne, et évidemment que cette synergie, elle est aussi concomitante entre les chaînes. Continuons de nous amuser un petit peu. Je vous rajoute une deuxième chaîne. Très classique, c'est la chaîne antérieure superficielle, qu'on décrit avec un certain... Chaque chaîne comporte des maillons myofaciaux qui sont spécifiques. Celle-ci, vous voyez, elle démarre face dorsale du pied et elle se termine derrière l'occiput. D'accord ? Son rôle, c'est plutôt de faire en sorte que le regard parte vers l'avant. Et puis, ça ne suffit pas, donc on rajoute une troisième chaîne. Celle dont je vous ai parlé, la ligne ou la chaîne antérieure profonde. Et celle-ci, elle est déclenchée en dernier. Quand la personne part en impulsion, c'est la dernière qui part. D'accord ? C'est celle qui est responsable de l'impulsion. Et si je vous remets la photo, en gardant les chaînes, c'est là où vous ne devez pas beaucoup voir les choses, eh bien cette photo initiale prend une tournure très légèrement différente dans la lecture que l'on a de la position de ce patient, enfin de cette personne, mais qui pourrait devenir un patient. J'ai souvent l'habitude, pour illustrer mon propos, c'est de transposer ça chez le parkinsonien. Très akinétique, qui est debout, qui veut démarrer et qui va passer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes à piétiner tranquillement sans démarrer son pas. Voilà. Qui va en souffrir parce que les parkinsoniens sont des gens qui ont l'intégralité de leurs facultés cognitives et intellectuelles. Et si à partir de maintenant, vous lui dites de manière simple, recrutez votre chaîne antérieure profonde, il suffira juste de lui demander ou de lui donner ce petit truc de pousser sa langue sur son palais quand il veut démarrer. Et par miracle, vous verrez que ce patient, au lieu de piétiner pendant quelques temps, il va démarrer immédiatement parce qu'il va recruter sa chaîne et que sa chaîne va faire le boulot. C'est-à-dire que la LAP va déclencher les autres et on va passer cette initiation motrice qui, chez le parkinsonien, est si compliquée. Tout ça pour vous dire que la lecture que je vous proposais aujourd'hui là sur ce sportif, bien évidemment, on va la développer et on va la transposer sur une vision très, thérapeutique. Mais aussi pour vous dire que la lecture des chaînes musculaires, moi très honnêtement, je me suis régalé pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'abord pour la performance et les performances extraordinaires des athlètes qu'on a pu voir, l'ambiance, mais aussi parce que j'ai passé mon temps, moi, à regarder comment ils recrutaient, qui ils recrutaient, qu'est-ce qu'ils recrutaient, qu'est-ce que c'était de cette chaîne, et comment ils faisaient, comment elle faisait, parce qu'il n'y a évidemment pas de choses standardisées, et que chacune et chacun, on organise notre besoin fonctionnel et la satisfaction de ce besoin en recrutant les chaînes qui nous sont propres. Alors, je vous mettais le cas de notre ami, sauteur de fond avec son Playflex, parce que c'est quand même assez admirable de se dire que le cerveau et le corps d'un individu qui a été amputé arrivent à recruter les mêmes schémas d'adaptation et de compensation que cette personne ait ou pas structurellement un pied. Et en l'occurrence, ce qui est encore plus génial, c'est de se dire que cet appareillage très spécifique fonctionne parce qu'il restitue la fonction d'un pied et d'un mollet d'une personne normale. Notre pied et nos mollets, ils fonctionnent comme le Playflex, dans son principe d'emmagasinement et de restitution d'énergie. D'accord ? Donc c'est vrai que c'est un bon, on va dire que c'est un bon résumé de ce que peut être une organisation myofaciale.
et en tout cas, ça marche très très bien. Vous avez remarqué, bien évidemment, que pendant l'effort, lui aussi, il n'a pas la bouche ouverte. D'accord ? Après, le deuxième axe, qui est un peu aussi sous-jacent aux thématiques qui ont été proposées avant moi, c'est de se dire comment le corps fait face. Parce que c'est un peu ça le sujet, quand même. En tout cas, nous, c'est la lecture qu'on veut avoir quand on a une approche diagnostique et thérapeutique. La biotransségrité, c'est-à-dire la capacité qu'a l'individu de garder l'intégrité de sa tension pendant ses mouvements. Ça a été décrit par Bordoni notamment, et c'est surtout quelque chose qui est non absolument pas statique, mais qui est terriblement posturodynamique. Ça change en permanence, tout le temps. Et il faut donc un système qui coordonne ça. D'accord ? On pourrait penser que c'est un peu la critique qu'on peut faire de la représentation tétraédrique, c'est que non, ce n'est pas un système qui est fixe. C'est le tétraèdre, il est en permanence en mouvement. Et il équilibre en permanence ses tensions. C'est le principe de la bio-intégrité. Et c'est là où j'ai essayé de résumer, à la fois sous l'angle de la thérapeutique, du diagnostic, à la fois sous l'angle de tout ce qu'on a pu se dire, des choses. Parce qu'il faut essayer d'y voir clair, parfois. Si on se dit que notre corps s'adapte à notre environnement ou que l'environnement nous demande de nous adapter par rapport à ces fluctuations, quelles qu'elles soient, et pourquoi pas le stress, puisque ça fait partie des fluctuations, et l'incertitude, c'est une autre fluctuation. On essaye de résumer les choses en disant, quand on a une approche diagnostique, il y a trois grands types de réponses. La première, elle a été nommée, citée, la résilience. La résilience, c'est Amand qui l'écrit. C'est Olivier Amand qui l'écrit dans La troisième voie du vivant. C'est très bien. Il y a juste un prérequis. C'est que pour être résilient, il faut avoir tombé. Puisque la résilience, c'est se relever une fois qu'on est tombé. Vous savez que le corps humain, nous ne sommes pas spécialement très enclins à accepter de tomber. Ce n'est pas dans notre programme, ça. En revanche, oui, quand c'est nécessaire, on va cicatriser et on va rebondir. Rebondir, c'est une des caractéristiques du fascia. Le fascia, ça nous permet de rebondir, puisque ça emmagasine et ça restitue. D'accord ? On fait preuve donc d'agilité. On a un certain nombre de patients qui sont dans cette situation-là. Et le contexte thérapeutique va s'incriminer, enfin s'inclure, dans ce contexte-là, va s'inclure la notion de résilience. Il y a un deuxième grand axe qui est très souvent aussi celui d'une situation thérapeutique, c'est celui de l'adaptation. Si le patient a adapté, c'est qu'il a résisté et qu'il s'est adapté. Mais il n'est pas tombé. Il a donc activé des systèmes qui ne sont pas des systèmes de résilience. D'accord ? Et on parle d'ajustement, de régulation, et ça, c'est ce qu'on fait en permanence. La rééducation, c'est avant tout de l'adaptation. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que là, on a la notion de maintien qu'il faut bien garder à l'esprit en opposition avec celle de la chute et de la remontée de la pente qui est celle de la résilience. L'adaptation pour les thérapeutes, et on pourrait faire un débat de, à mon avis, 3 jours là-dessus, c'est cliniquement la manifestation de la robustesse. Et puis il y a un troisième élément qui est vraiment celui du champ de la thérapie sous la lecture des fascias. C'est celle de l'adaptabilité. C'est-à-dire cette faculté que l'on a en permanence de répondre à une sollicitation, une fluctuation par une réponse adaptée, qui nous maintient en équilibre, qui maintient le système en fonctionnement. On est allé un peu vite. Ça nécessite de la part de l'individu
ou de ces systèmes, une intégration. Et c'est aussi le champ de la rééducation. C'est le grand champ de la compensation. Quand on dit de manière assez usuelle, « Ah, il compense bien, il a bien compensé », en fait, c'est qu'on a décidé, on a constaté qu'il s'était adapté. D'accord ? Il avait fait preuve d'adaptabilité. Ça, c'est un grand concept qui est en cours de développement dans plein de milieux, y compris dans la sociologie, dans la socio-écologie, dans la philosophie, qui est celui de l'antifragilité. On n'est pas fragile parce qu'en permanence, on est en capacité de s'adapter et de compenser un état qui est un état de déséquilibre pour le rendre stable et équilibré. Dans ces fonctions, et ça a été beaucoup évoqué, si vous réfléchissez bien, si vous vous souvenez de ce qui a été dit, en myofacial, on dit qu'on a une loi qui est dite la loi de la CEE. C'est-à-dire que l'adaptabilité est liée à 3 mécanismes qui se mettent en place en même temps. Premièrement, ça a été dit 10 fois, 20 fois, le confort. Si ce n'est pas confortable, le système de notre corps, notamment le système myofacial, n'arrêtera pas son adaptabilité tant qu'on n'atteint pas un état de confort. Il faut que ce soit le plus économe en énergie possible. Ça a été dit 10 fois, 20 fois. Le deuxième, c'est donc l'économie. Et le troisième, c'est évidemment l'équilibre. Le système doit être en position d'équilibre. L'équilibre qui est par définition quelque chose d'instable. Et c'est là où tout est intéressant, parce que c'est là où les chaînes myofaciales ont leur intérêt. Elles interviennent en fond continu, un bruit de fond continu. Et les éléments qui vont adapter en permanence les maillons, ce sont justement le système musculo-tendineux. D'accord ? Donc on vit, nous, avec nos fascias qui gèrent le fond de notre activité et qui satisfont le fond de nos besoins par un processus d'économie et de restitution d'énergie. Et cette énergie, elle est produite par plein de choses et elle est régulée par des muscles qui se mettent en tension ou qui régulent leur tension, leur activité de manière assez asymétrique. En tout cas, ils ne fonctionnent pas forcément tout le temps. Alors ça, c'est intéressant parce que, Patrice en a parlé, on est endurant parce qu'on a ce système-là. Si nos muscles devaient travailler tout le temps, de manière continue pendant 80 ans, on ne serait pas du tout dans les mêmes situations d'adaptabilité que ce que l'on connaît. Et ça, si on regarde bien, c'est un peu le système, c'est juste le système de fonctionnement du cœur. D'accord ? Qui a des temps de repos et des temps d'activité. Ben là, c'est un petit peu pareil. Alors, je vais aller encore assez vite, mais tout ce que je viens de vous décrire, c'est quand tout va bien. On voit dans nos patients, des fois, des patients qui vont bien, heureusement. Quand ça ne va pas bien, c'est qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce que Edith Comemal vous a un peu décrit, c'est qu'il y a des zones ou des maillons de cette chaîne qui fonctionnent moins bien, qui ne fonctionnent plus du tout, qui se densifient, qui s'accrochent sur les éléments sus et sous-jacents. Et cette densification, elle a été très décrite très récemment, 2021, par à la fois des couches histologiques et à la fois des imageries ultrasoniques. Et j'ai le plaisir de vous dire que dans votre pratique à l'avenir, c'est quelque chose qui est en train de monter dans nos professions. Très probablement, le support échographique va vous permettre de mettre en lumière un certain nombre de zones dans ces chaînes qu'il faudra parcourir et qui sont des zones de densification, qui sont des zones d'hypomobilité et qui sont des zones d'hypofonctionnalité. Et quand on dit ça, on n'a pas tout à fait tout dit. Parce que, notamment, Patrice l'a évoqué dans ses propos,
Il y a une autre lecture à faire des choses. Vous savez, tout est interconnecté, on a des trajets à identifier, en tout cas à investiguer, maillon par maillon, et on a surtout à regarder ce qui se passe dans les maillons. Les cliniciens que nous sommes, on va vous dire que la douleur, par définition, est le symptôme d'une surutilisation. Pour faire très vulgaire, ça chauffe. Ça surchauffe. Et les maillons qui surchauffent sont les maillons qui sont douloureux. C'est eux qui portent le message algique. Et comme vous l'avez compris, s'ils surchauffent, c'est qu'ils font le travail de maillons qui sont adjacents, qui eux ne travaillent pas ou ne travaillent plus suffisamment. C'est un processus d'adaptation. Et dans une démarche thérapeutique, bien évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est avant tout de nous occuper des maillons qui ne fonctionnent pas bien, pour les rendre plus fonctionnels, de manière à ce que le copain d'à côté, lui, ait moins de travail à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la philosophie. En tout cas, le principe de l'approche de la thérapeutique et donc du diagnostic en amont par le système des chaînes faciales. Alors, beaucoup de choses ont été décrites sur le sujet, mais il y a des grands noms. Il y en a un qui a été cité, notamment par Patrice, c'est Hélène Langevin, qui, il y a quelques années, a décrit ça. Et elle a décidé qu'elle nous a décrit ça sous la forme d'une unité. Et dans son unité, il y a la notion d'inflammation, il y a celle de la suractivation, myofaciale et musculaire en particulier, et puis celle de la sensibilisation nociceptive qui prend le pas, qui vient masquer les messages proprioceptifs. Puisqu'on sait, depuis quelques années maintenant, ça a été décrit scientifiquement, il y a de très jolis papiers là-dessus, on a des couches histologiques, on a toute une série de choses, d'abord chez le rat et puis chez l'homme, qui montrent que le fascia est extrêmement riche en tous les mécanorécepteurs que vous voulez. Ruffini, Golgi, ils y sont tous. Ça, c'est évidemment pas par hasard, puisque les enveloppes faciales, dont l'enveloppe profonde, son rôle, c'est de renseigner en permanence, justement, l'efficacité de ce système, voire même l'efficience. L'efficacité à moindre coût. D'accord? Et quand il y a un phénomène douloureux, ce système proprioceptif est shunté, il est masqué par le message proprioceptif des nocicepteurs, et évidemment, c'est ce qui nous intéresse, nous. J'ai bientôt fini. Je vous rassure. Si on résume les choses, quand on est des cliniciens, qu'on est en phase diagnostique, puisqu'on doit passer par cette phase diagnostique pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir agir dessus, il faut se dire que la compensation, c'est notre vivier premier. On va s'intéresser à la compensation. Pourquoi le corps, il est incurvé, il est tourné, il est en rotation, il est en tout ce que vous voulez, il est affaissé d'un côté, raccourci de l'autre. Ce qui est important, c'est de décoder les compensations. Les voir, les décoder, c'est ce qu'on fera ensemble quand on va attaquer nos cours là-dessus. Et le décodage, il est évidemment global. On va identifier les chaînes et aller interroger chacun de ces maillons de chaîne ou ces portions de chaîne pour voir comment elles interagissent. Et on va vous inviter à jouer avec cette notion d'interactivité dynamique, c'est-à-dire à les revoir d'abord en statique, mais surtout en mobilité quand les gens bougent. Qu'est-ce qui fait que tel mouvement, tel maillon travaille plus qu'un autre? Et ça, pour nous, en tant que cliniciens, c'est ça l'adaptabilité. Et voir si le patient il est capable de s'adapter seul ou pas, et comment on peut faire pour l'aider, pour optimiser cette adaptabilité au mieux possible. Je vous ai dit, il y a une première règle qui est la règle de la CE, confort, économie, équilibre. Il y en a une autre qui est la règle des 3 qu'on utilise très fréquemment en position thérapeutique. On pourrait soliloquer et philosopher sur l'importance du chiffre 3, mais néanmoins, ce qui est une vraie réalité, c'est que quand vous intervenez dans le tissu cicatriciel, dans le tissu myofacial d'un individu et que vous y faites des choses, que je vais vous simplement resituer dans la diapositive suivante, il y a une réponse, parce que quand on intervient, on agit dans le système et le système répond.
Cette réponse, elle obéit à la règle des 3. Les 3 premières secondes, il se passe des choses. Les 3 minutes suivantes, vous voyez l'adaptabilité se mettre en œuvre et vous voyez réellement des choses se passer dans les chaînes. Et puis après, on monte dans l'échelle temporelle et on arrive à 3 jours, on arrive à 3 semaines, on arrive à 3 mois. Et vous savez que nous, cliniciens, on reconvoque les gens de manière assez régulière pour voir comment les choses se sont justement passées, c'est-à-dire comment il s'est adapté, comment l'adaptabilité est devenue de l'adaptation et éventuellement une nouvelle compensation à traiter. Et c'est la raison pour laquelle on va vous conseiller, quand vous faites du myofacial, de dire renvoyez les gens à 3 semaines ou à 3 mois. Avant, ce n'est pas la peine, la règle des 3 fait que, de toute façon, cet intervalle exponentiel est nécessaire au corps de l'individu et à l'individu pour s'adapter aux conditions biomécaniques nouvelles que vous avez mis en place. Le diaporama, vous l'aurez. On fait du myofacial quand vous en avez déjà fait du myofacial sans le savoir, comme M. Jourdain, qui a fait de la prose. En thérapeutique, il y a en tout cas 2 choses. Premièrement, il faut aller travailler avec vos doigts la qualité du tissu myofacial. C'est-à-dire qu'on a des techniques, ce sont des techniques, les Américains disent monothérapiques, manothérapiques, c'est-à-dire avec les doigts. D'accord ? Ça, c'est ce qu'ils appellent les techniques de libération faciale. Mais on vous a enseigné un certain nombre de techniques de massage, de massothérapie, qui sont déjà des techniques de libération myofaciale. Vous avez entendu les points trigger, les points gâchettes et autres choses de ce style-là, c'est-à-dire qu'on va aller préférentiellement aller chercher une zone qui se trouve être une zone entre 2 maillons des chaînes pour réguler 2 chaînes en même temps. Vous avez dû probablement entendre parler des techniques de crochetage myofaciaux. On va aussi rediscuter de ça. Ça, c'est la première grande famille de l'intervention thérapeutique en myofascia. La deuxième, c'est évidemment de jouer avec ces chaînes et de rééduquer ces chaînes. Ça passe par des tas de choses que vous avez déjà fait. C'est ce qu'on appelle les chaînes cinétiques, qui sont ni ouvertes ni fermées, elles sont intégratives. Ça, c'est la spécificité du myofascia. On ne fera pas ni de l'ouvert ni du fermé, on va faire de l'intégratif. Et dans l'intégratif, il y a une technique que vous connaissez, parce que vous l'avez eue au début de votre cycle premier, qui est la facilitation neuroproprioceptive dite de Kabat. C'est une technique myofaciale en chaîne. Et puis, il y en a plein d'autres. Quand vous faites du gainage, quand vous faites une technique de gainage, quand vous allez pratiquer une activité sportive ou une activité physique, ce qui n'est pas la même chose forcément, eh bien, toutes les techniques de gainage, évidemment, s'appuient sur la même chose. Et pour conclure le message de la fin, je vous ai épargné la vidéo avec la musique, parce que je sais les dégâts que peut avoir cette musique. Mais dites-vous que le fascia, eh bien, libéré, délivré. Hein. Le message, c'est vraiment qu'avec la thérapeutique qui est la nôtre, on libère ses capacités d'adaptabilité, d'accord, pour permettre après à l'individu de s'adapter et de pouvoir vaquer à ses occupations dans l'environnement qui est le sien. Voilà. L'idée, c'était qu'on puisse vous ouvrir un certain nombre de perspectives sur, in fine, ce que c'est que ce fascia, sur la place qu'il peut avoir dans une chaîne plus globale et surtout que l'on puisse vous inviter à aller chercher ce que c'est que l'adaptabilité dans un environnement, ce que c'est que l'adaptation dans un environnement, ce que c'est que l'évolution et l'apport de l'évolution dans l'environnement, ce que c'est qu'être dans des environnements hostiles comme l'espace notamment, et surtout de voir un peu cette part des choses entre la vulnérabilité, la fragilité, on en reparlera de la fragilité, les MK5, c'est dans le programme des MK5, etc., etc. Le fascia sous tous ses aspects et sous tous ses angles. Voilà. Le mot de la fin, je vous remercie d'être venu
et de nous avoir montré que vous avez un intérêt aussi sur cette chose qui est quand même quelque chose de très novateur, hein. C'est la première fois qu'à l'université, on a ce genre de débat, et on en est, nous, très fiers, hein, de porter ce débat. Je remercie évidemment les oratrices et les orateurs qui nous ont fait l'amitié de partager ce moment avec nous et de vous ouvrir un certain nombre de champs, de possibilités, hein. Tous les champs des possibles vous sont ouverts. Et puis, nous aurons le plaisir, avec Madame Coméval notamment, d'aller beaucoup plus loin dans cette petite approche d'aujourd'hui, pour celles et ceux, en tout cas, qui ont pris l'optionnel fascia, puisque c'est aussi des aspects novateurs pédagogiques. Vous savez sans doute qu'on est le premier FMK sur la France à ouvrir cet optionnel, pour justement que vous ayez cet apport, cet accès et cette approche. Vous en ferez ce que vous voulez, on n'est pas du tout prosélyte sur le sujet. On veut juste que vous ayez l'information, que vous ayez suffisamment de connaissances pour pouvoir jouer avec ça. Et puis, voilà, en tout cas, on est très content d'inscrire ça dans la continuité qu'a lancée Patrice il y a déjà fort longtemps avec l'enseignement de l'anatomie, qui était déjà une anatomie intégrative, hein. Et il continue, et on sait qu'il évolue, et on aura probablement l'amitié d'évoluer avec lui. Et puis, l'invitation est faite à la fois à la médecine de l'espace, si elle a envie d'aller aussi sur ces données-là, parce qu'en vous écoutant, j'ai eu beaucoup de questions, enfin beaucoup de questions me sont venues. Alors, j'en ai posé une sur la proprioception, mais quid justement de la densification des fascias en milieu agravitaire, comment les choses se passent? Est-ce qu'il y a vraiment comme il y a peu de mouvement, est-ce qu'il y a des possibilités, est-ce qu'il y a des pathologies qui sont liées à ça? Est-ce que les astronautes ont mal quelque part? Ou est-ce qu'ils ont des zones d'hypoactivité et des zones d'hyperactivité? Est-ce qu'ils la décrivent ou pas? Est-ce qu'ils la vivent ou pas? En tout cas, moi, ça m'a intéressé d'avoir ce débat. Très probablement, on l'ouvrira, si vous en êtes d'accord, une autre édition. Et puis, la partie évolution, on a aussi plein d'informations et surtout plein de questions. J'aime assez, moi, en tout cas, le côté très imperfectible des choses. Voilà. Et voilà, merci en tout cas à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée.